Nicolas est devenu jongleur par goût pour le jeu et le spectacle. Mais son vrai métier, c'est le bâtiment. Il rénove des maisons dans le sud de la France où, entre deux coups de marteau-piqueur, il aime régaler ses amis avec de bons petits plats. Bonne année. Passionné de science depuis toujours, il rêvait de suivre une véritable expédition scientifique. Il s'envole pour le Brésil, au carrefour du Rio Negro et de l'Amazone, où il a rendez-vous avec une équipe de chercheurs de l'IRD à Manaus, capitale de l'Amazonie. C'est sur ce bateau qu'il va passer 10 jours en remontant le grand fleuve mythique. C'est vraiment exceptionnel. Au fil de l'eau, il va participer à toutes les opérations qui permettent de suivre la vie du fleuve. Parce que voilà, comme ça, t'as bien ton ongle. On a l'impression de jouer un casse-tête chinois. Ça a un sourire. Pour la première fois de sa vie, il va vivre une expérience hors du commun. C'était plein de surprises tous les jours. Nicolas vient d'arriver. Première étape, trouver le bateau. Grâce. On m'a dit de traverser le marché couvert pour accéder au quai. Je ne parle pas la langue, donc les indications, les panneaux sont inexistants dans ce pays. Alors j'espère que je vais le trouver. Il y a une moiteur sur ce marché qui est limite suffocante. Mais les gens ont l'air sympathiques. Bon, j'ai trouvé l'embarcadère. Il faut plus qu'à trouver le bateau maintenant. On m'a dit que c'était le Parente Lico. Ah. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Oui, Je cherche Frédéric Seller. c'est moi. Bonjour. Ah, c'est toi Nicolas. Oui, Viens, merci. monte. On est en train de commencer à installer les choses. D'accord. Bonjour, Bonjour. enchantée. Voilà, on est en train, tu vois, on commence à installer l'électricité, tester les appareils. Je peux te D'accord. présenter aux gens qui sont là, tu veux? Oui. Juan. Voilà Nicolas qui vient pour Bonjour. l'émission, tu sais, qui est l'heureux élu de l'émission. Bonjour, alors Juan, Emmanuel, Bonjour. Voilà. Stéphane ici, André tout au bout. Bah écoute, pose ton sac et puis tu vas commencer à nous aider. Hein. C'est ce bateau, typiquement amazonien, qui sert de base et de laboratoire aux 22 chercheurs réunis pour cette mission franco-brésilienne. Ici, pas de cabine. C'est sur le pont supérieur que chacun installe son hamac. Et une deuxième. T'as déjà dormi dans un hamac? Non, c'est la première fois. Je me suis déjà reposé dans un hamac, mais dormir, non. Et sur un bateau, encore moins. Donc, on verra ce soir. Hein. Alors, la surprise du chef, le coussin, un luxe dont je ne me priverai pas pour dormir. Ça y est, le grand départ. Voilà, on est parti pour plusieurs jours sur l'Amazone. Alors on va voir ce que va nous apprendre le fleuve avec les chercheurs et toute l'équipe. Le Parente Lico remonte le grand fleuve Amazon. 6 heures de voyage, c'est plus qu'il n'en faut pour que la responsable de l'expédition, Frédéric Seller, présente à Nicolas les grands objectifs de la mission. L'objectif général, tu te souviens, c'est l'usage de l'eau, enjeu majeur, et le changement climatique. C'est dans les zones tropicales que ces données sont le moins bien connues. Donc, on se focalise sur le bassin de l'Amazone et on veut le modéliser. Alors, pourquoi un modèle? Un modèle, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à simplifier. La réalité, elle est complexe à l'infini. Donc, on veut avoir une représentation comme un schéma
Et le modèle, c'est un schéma le plus simple possible et le plus fidèle possible de ce qui se passe. Les chercheurs vont étudier le fleuve à partir d'images satellites. Mais avant, il faut vérifier toutes les données sur le terrain. Un travail qui leur permettra ensuite de suivre l'évolution de l'Amazone année après année et de surveiller l'impact du réchauffement climatique sur cette immense région. L'émotion est forte. De partir sur un fleuve comme ça, pour moi en plus, comme la nature et puis les grands espaces, je crois que je suis servi. C'est vraiment exceptionnel. C'est très extraordinaire pour ça l'Amazone, c'est qu'en fait l'Amazone a remplacé une mer intérieure qui existait auparavant, qui existait il y a très longtemps, avant la formation de la chaîne des Andes. Dans la nuit, le bateau s'est installé dans une varzea, une des multiples zones inondables qui bordent l'Amazone. L'étude de ces varzeas se révèle incontournable pour bien comprendre le fragile écosystème amazonien. Nicolas bien dormi. Pas trop mal. C'était un peu difficile. Mais ça va en fait. J'avais le poteau, alors je pouvais bloquer ma tête dès que ça commençait à tanguer un peu trop parce que dans le hamac c'était un peu délicat. 6 heures du matin et tout le monde est déjà sur le pont. Nicolas découvre comment s'organisent les différentes équipes. Bon briefing du matin, voilà, pour savoir comment se séparer, où vont les chercheurs, chacun de leur côté. Donc c'est une réunion bilingue, français-brésilien, portugais. Donc voilà. Je vais finir de me préparer. Oui, non mais là je pars avec Stéphane. Première journée de travail. Nicolas va découvrir comment on mesure la hauteur de l'eau par rapport à l'océan. Stéphane Calment a mis au point un curieux prototype, un catamaran surmonté d'une antenne GPS. Mais toute la difficulté, c'est de se positionner juste en dessous d'une ligne virtuelle que définit le passage du satellite. C'est assez délicat parce qu'il faut arriver à trouver une ligne imaginaire. Et bon, pour ça, ils ont des ordinateurs et des GPS qui nous donnent une position précise. Donc, a priori, on n'en est plus très loin. On navigue quasiment parallèlement à la trace, là. D'accord? Donc on va aller la prendre là où elle commence. Et puis on va redescendre. Là, donc tu vois sur l'écran. Le trait jaune, c'est la trace satellite. Et le petit bateau rouge, là, ça simule notre bateau à nous. Ça aurait été plus pratique que ça soit dans le sens de la longueur. Ça va éviter de faire des zigzags. Ok. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, direct ça. Ok. D'abord. En fait, il n'y a pas une, mais plusieurs traces. Il faut donc toutes les suivre, ce qui demande des heures de travail. Ça a duré quand même assez longtemps et en plein soleil, c'était relativement difficile. Donc les premières heures, ça allait, et puis après, ça a commencé à taper de plus en plus et j'ai un peu trinqué là, sur cette journée. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on fait ça assez régulièrement. On fait des opérations comme ça 2 à 3 fois par an depuis une petite dizaine d'années. Donc bon, forcément, on a l'organisme un peu plus habitué, quoi. Ce n'est qu'à la tombée du jour que le travail s'achève. Le petit catamaran a parfaitement rempli sa mission. Il a permis de valider les données altimétriques fournies par les satellites. À cet endroit, le fleuve est à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Seul moment de calme de la journée. Le compresseur du bateau et le moteur ne tournent pas. Pas de répit. Comme chaque matin, une nouvelle mission est confiée à Nicolas. C'est bon? Allez. Frédéric Seller étudie la composition des sols qui entourent la zone inondable. Aujourd'hui, il s'agit encore de valider la qualité des observations faites à partir des images satellites. Je me demande ce qu'on ferait sans le GPS, hein, parce que pour trouver une route perdue au milieu de la jungle, donc a priori c'est la bonne, donc on va pouvoir marcher un peu dessus et puis trouver le passage pour entrer dans la forêt.
2 heures de marche avant d'atteindre la zone visée par Frédéric. Mais très vite, ils font une drôle de rencontre. Alors là, il y a un paresseux. Ça a un sourire. C'est son allure normale? Ouais. Ben, ça va pas bien vite. Il Hein. va jamais plus vite. Il a l'air un peu déboussolé avec tout ce monde autour. Mais c'est génial. C'est la première fois que j'en vois un. Puis il est pas gros, il est petit, donc il est presque inaperçu. On va peut-être le laisser poursuivre son chemin. Allez, c'est parti. Ça coupe? Bon, non, ça coupe pas. Ne touchez pas ce machin. Bah non. Tous les gros arbres y sont passés. Hein. Là, dans le coin, tous ceux qui font plus de 80 cm de diamètre, ils sont coupés. Et le plus hallucinant, c'est qu'on a l'impression que c'est des bois calibrés. Donc je sais pas comment ils ont fait ça. On voit pas les traces de tronçonneuse. On voit juste comme si c'était une scie circulaire. Ou une grosse scie pendulaire peut-être. Il est pas là. Enfin, c'est 6004. Je vais peut-être faire un petit trou ici, ouais. Lorsque l'eau de pluie pénètre dans le sol, elle entraîne avec elle des particules qui, à terme, ont un rôle déterminant sur la qualité et la composition de l'eau de la zone d'inondation. J'ai l'impression que tu cherches quelque chose de précis. Non, j'espère arriver à une rupture de pente et que le sol change. C'est sûr que c'est par là? Écoute, on va suivre, on est perpendiculaire à la route, même si on est décalé par rapport au point que j'ai pris. N'oubliez pas de faire des marques, hein. Ouais, on en fait. Nicolas doit marquer les arbres afin que le groupe retrouve son chemin. C'est vraiment un dédale de végétation. C'est putain génial. Ça commence à descendre bien là. Ah voilà, c'est ça que je cherche là. Non. Fred, on est arrivé où là? Quoi? Aux marigots que je cherchais. Enfin, ça Pardon? s'appelle pas des marigots ici, c'est un igarapé. C'est une espèce de mare? Non, c'est un début de rivière, c'est une source de rivière, elle coule par là. Elle va rejoindre l'endroit d'où on est venu. Ah, l'eau est fraîche quand même, hein. Plus que... On va faire un petit échantillon de sol à côté. Il fait une chaleur étouffante et l'air est saturé d'humidité. L'équipe est épuisée. Bon, c'est la même chose qu'en Et en plus, les premiers échantillons ne correspondent pas aux attentes de Frédéric. c'est argileux. Ouais. Bon, il va falloir revenir faire des vrais trous. C'est profond. Ouais. Frédéric est un peu déçu. Elle n'a pas retrouvé sur le terrain toutes les informations fournies par le satellite. Elle devra revenir pour une mission plus approfondie. Ce matin, le bateau quitte le lac d'inondation, direction le fleuve Amazone. Bon, je viens de voir Frédéric là. Elle m'a dit qu'aujourd'hui j'allais aller avec Jean-Michel étudier la couleur de l'eau. Donc voilà, c'est un peu tôt ce matin, mais bon, ça va. Salut. Tu vas bien? Ouais. Alors aujourd'hui, il y a une grosse campagne, une grosse journée qui s'annonce. Jean-Michel Martinez, spécialiste de la radiométrie, a un sujet d'étude plutôt original. Il s'intéresse à la couleur de l'eau. Avec Nicolas, ils vont faire des mesures et des prélèvements pour comprendre l'interaction entre les eaux de l'Amazone et celles de la zone d'inondation. Ouais, donc j'ai vu qu'il y avait deux têtes différentes. Alors celle-là par exemple, ça va... Donc c'est un capteur qui va pointer vers le haut. Et un D'accord. second capteur qui lui va vraiment enregistrer donc la couleur de l'eau. Grâce à la couleur, il détermine la composition et la qualité des eaux. Si l'Amazone est jaune, c'est qu'elle charrie des sédiments venus de la cordillère des Andes. Par contre, la zone d'inondation est composée d'une eau noire issue des bassins forestiers. Eau noire et eau jaune ont beaucoup de mal à se mélanger.
il faut attendre plusieurs heures pour que l'Amazone absorbe les eaux noires de la Várzea. Jean-Michel Martinez se base sur une image satellite pour choisir les endroits où faire les enregistrements. De son côté, Nicolas se charge des prélèvements. Oui, vous en prenez un. Ok, Nicolas. C'est bon, ouais, c'est bon. Ok. Oui. Tu peux confirmer? Le boulot de chercheur, pour moi, c'était quand même quelque chose de... fallait du matériel sophistiqué, des choses carrées, et puis bon, on s'aperçoit qu'une bouteille d'eau, une barque attachée au bateau, et puis voilà, on fait les prélèvements, quoi. Dernier point. Bon, eh bien, la journée a été fructueuse. Les données de radiométrie avec l'appareil qui est au-dessus, sur le toit, sont acquises, sont de bonne qualité. Les prélèvements, grâce à Nicolas notamment, sont aussi de bonne qualité. C'est bon. Et les images satellites, grâce au ciel clair, elles seront bonnes aussi. Donc une fois de retour à Toulouse, on pourra corréler ça ensemble pour faire du bon travail. À la tombée de la nuit, le bateau continue son long voyage sur l'Amazone. Direction le Rio Negro, dernière partie de la mission. Ce matin, c'est le bruit de la pompe à fioul qui a réveillé toute l'équipe. Pas besoin d'accoster pour prendre de l'essence. La station est une barge en plein milieu du fleuve. C'est ici que Nicolas va faire une exceptionnelle rencontre avec le dauphin rose d'Amazonie, un des derniers dauphins d'eau douce du monde. C'est pas la forme du dauphin commun de mer, hein. Ils sont juste au bord. J'ose pas trop les toucher. C'est vraiment génial. Ouais, moi je fais pas trop confiance, j'ai un peu peur. Ouais. Sans perdre plus de temps, le bateau a repris son chemin. Il arrive maintenant à l'endroit où les eaux jaunes de l'Amazone rencontrent les eaux noires du Rio Negro. Alors on voit bien que l'Amazone bloque les eaux du Rio Negro, étant donné que l'Amazone a un débit beaucoup plus important que le Rio Negro. Mais on voit bien aussi que les deux eaux ne se mélangent pas, quoi. C'est ça, c'est stupéfiant. Là, ça fait vraiment une barrière naturelle. Puis ça s'étend sur plusieurs kilomètres, c'est vraiment fantastique. Fantastique. Je pensais pas que la nature était capable de faire des choses pareilles. Une équipe de chercheurs part en pirogue pour de nouvelles mesures. Mais cette fois-ci, Nicolas reste à bord. Pas beaucoup de place. Il va faire ses premiers pas de biochimiste et effectuer sa première filtration aux côtés de Patrick Seller. Tu ouvres, tu récupères la petite pince en plastique. Il m'a fait confiance et il m'a un peu montré comment on devait s'y prendre pour filtrer l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Donc par un bon petit moment aussi. Donc c'était sympa. Bon, c'est un peu répétitif comme boulot, mais je veux dire, la confiance qu'il m'a donnée m'a fait plaisir. Tu vas l'installer sur le système de filtration. Bravo. Nicolas filtre les sédiments contenus dans l'Amazone pour les dater. C'est le meilleur moyen pour savoir en combien de temps ils ont parcouru les 4000 km qui nous séparent de la cordillère des Andes. C'est une des responsabilités de chercheurs que d'essayer de faire passer
aux gens qui nous écoutent et aux gens qui sont intéressés. D'abord la passion du métier et puis les grandes découvertes qui expliquent comment fonctionne la Terre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement pour garder ces beautés naturelles. Et quelqu'un comme Nicolas qui est très féru de science est vraiment un public exceptionnel pour ce genre de choses. Patrick, je crois qu'il reste un peu d'eau. Je vide de l'eau avant ou... Non, il faut attendre que ce soit fini. Soudain, une pluie diluvienne s'abat sur le fleuve. En l'espace de quelques minutes, dès que la pluie tombe, elle est tellement épaisse que ça vous bouche la vue et ça vous dégage quelque chose d'autre. Une sensation de plénitude. Là, ça tombe. Cette pluie commence à inquiéter l'équipage. La visibilité est de plus en plus mauvaise et la pirogue qui est partie ce matin n'est toujours pas rentrée. J'espère juste que les autres qui sont restés un peu plus loin, ils vont pas prendre une douche. Et s'ils font 2 heures de pirogue sous la pluie, ils vont s'éclater. Allô, ici Nico. Pirogue 1, est-ce que vous nous recevez? Nicolas est envoyé sur le toit pour tenter de prendre contact avec la pirogue égarée. On a fait demi-tour pour essayer de vous chercher. On est au milieu du fleuve. Allô, ici le bateau, pirogue 1, est-ce que vous nous recevez? 4 heures plus tard, la pluie s'est arrêtée. Allô, pirogue 1, Mais toujours pas de nouvelles de la pirogue. est-ce que vous nous recevez? Nous partons à votre rencontre. Il faut que, donne-moi tes mains, La nuit est tombée. tu jettes. Pour passer le temps, Nicolas donne leur première leçon de jonglage aux membres de l'équipage. Elle est là, tu jettes celle-là. Ok? Ah non, non, mais il faut jeter quand même. C'est pas top, hein? Plus haut. Alors les cours de jonglage sur le bateau, alors déjà que ça bouge un peu avec des oranges, c'est intéressant. C'est des bons élèves. « 22 heures. Enfin, les lumières d'une pirogue brillent au loin. Il devait arriver à 14h. Je vois qu'il y a tout le monde. Tout le monde était un peu inquiet. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? On vous a cherché? L'équipe de la pirogue a retrouvé le sourire. Ils ont cherché le bateau pendant des heures et ont eu peur de ne pas le retrouver. A gente saiu no ponto 1 hora e 1 hora e meia mais ou menos. Nicolas. Ce matin, Nicolas va travailler avec Maurem Ramos Vieira, chercheur à l'Agence nationale de l'eau brésilienne. Il étudie grâce à son profileur le débit et la profondeur du fleuve. Tu vois, il est en train d'expliquer que c'est très différent de la Várzea. D'abord, les profondeurs sont beaucoup plus grandes. C'était dans les 7 mètres, là on est à 40 mètres de fond. Ce type de technologie est un bon exemple de la collaboration entre Français et Brésiliens. L'IRD conçoit ces outils utilisés ensuite par les chercheurs locaux. Une entraide qui dure déjà depuis une trentaine d'années. Et c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire maintenant avec l'altimétrie, la radiométrie que tu as vu aussi. Donc c'est toutes des technologies nouvelles qui n'ont jamais été appliquées sur les fleuves et qu'on est en train de mettre au point ensemble. D'accord. En choisissant de coopérer avec les pays du Sud, les chercheurs de l'IRD espèrent qu'ils seront mieux armés dans le futur face aux défis que nous impose le réchauffement de la planète. Le voyage se termine. J'ai pas si mal dormi que ça dans le hamac. J'avais un peu peur au début. En fait, c'est très relaxant. Donc tout le monde démonte son allongeoir. Avec un peu d'amertume. Ça se termine aussi vite, mais bon. Tout a une fin. Cette mission, depuis le départ de Paris, c'était vraiment que du bonheur. C'était plein de surprises tous les jours. L'aspect scientifique a été passionnant, j'ai appris plein de choses. Donc ils m'ont
Tous les chercheurs m'ont fait confiance, m'ont fait participer à leurs expériences, m'ont bien expliqué. Donc sur ce point, c'était vraiment le rêve. Et puis ils ont un état d'esprit vraiment, je sais pas, c'est ouvert, sympathique. Dès qu'on s'intéresse à eux, à leur mode de fonctionnement, ils sont là, ils vous donnent. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça, c'était vraiment exceptionnel.